Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la troisième journée de Ligue 1, 9 sur 9 pour le PSG de Luis Enrique, déjà leader du championnat avec 13 buts marqués et 2 points de plus que les deuxièmes. Une très belle opération ce soir à Lille, un déplacement des plus compliqués de la saison que j'attendais vraiment, j'étais hype, pourtant de manière générale je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'engouement autour de ce match, peut-être parce que les gens sont dans la passation entre les vacances et la rentrée. Fin août, c'est vrai que c'est la reprise. T'es pas encore dans le bain du foot, surtout qu'en plus on s'est fait 3 matchs et boum, direct, on a une trêve internationale maintenant. À voir sur la durée, peut-être aussi le fait que DAZN, eh bien, les gens se désintéressent de la Ligue 1, mais c'est vrai que ce Lille-PSG, c'est toujours un match très plaisant. Pour cette fois en plus, c'est deux équipes qui sont en Ligue des Champions, c'est pas rien. Et puis pour le PSG, bien sûr, un vrai gros test, parce qu'en face, le LOSC, ça fait un mois qu'ils sont en Ligue des Champions justement à essayer de se qualifier, et c'est chose faite pour les phases de Ligue. Ils jouaient tous les 3 jours, pendant que nous, on n'a eu que 2 amicaux pour se préparer. Donc au niveau athlétique, c'était vraiment un très bon test. Et au final, il est réussi. On a su ouvrir le score. Alors pas aussitôt que contre Montpellier et Le Havre, mais à la demi-heure de jeu, sur un fait de jeu, un penalty cette fois, bien obtenu par Dembélé. Ensuite, comme contre Montpellier et Le Havre, on met 2 buts coup sur coup. Alors contre Montpellier, c'est pas le premier et le deuxième, mais c'est 3 buts qui s'enchaînent à l'heure de jeu. Contre Le Havre, c'est en toute fin de match, 85e, 90e, boum, 3 buts. Et là donc 33, 36e je crois, les buts de Vitinha et Barcola. Ensuite, au retour des vestiaires, c'est vrai que tu aurais pu tripler la mise, parce que tu as beaucoup d'occasions, comme le LOSC aurait pu ouvrir le score aussi, en début de match avec le poteau. Et voilà, un Beraldo par exemple qui était en grande difficulté, même s'il s'est bien repris sur la durée. Et puis en fin de match, cette réduction de l'écart, ce but refusé sur un hors-jeu, mais vraiment au millimètre près, sur un coup de pied arrêté encore une fois, et les entrants, comme contre Montpellier et Le Havre, qui sont décisifs, et Désiré Doué pour le centre déposé sur Kolo Muani. Voilà, comme les buts de Dembélé et Barcola contre Le Havre, le but de Lee Kang-in contre Montpellier la semaine dernière. Voilà, les remplaçants et les entrants sont plutôt décisifs, même si c'était pas très bien embarqué ce soir. C'était pas très bien embarqué, déjà parce que Fabien Ruiz fait une entrée très moyenne, et les autres, jusqu'au but, pareil, c'était assez moyen. Alors Lee Kang-in avant le but, il y a un petit rush là, plein axe, qui fait plaisir. Mais voilà, sur les avant le but refusé pour hors-jeu, et même sur l'action du but hors-jeu, il y a certains comportements, voilà, même Désiré Doué, Lee Kang-in, bon, Kolo Muani, pareil, techniquement, j'en parle pas. Donc c'est vrai que les remplacements de Luis Enrique ont vraiment changé l'équilibre de l'équipe. Alors à quel point c'est le coaching, ou alors à quel point c'est le fait que le LOSC, comme ils jouent tous les 3 jours depuis un mois, qu'ils sont joués avec des champions et tout ça, on peut dire dans un sens qu'ils ont accusé le coup physiquement par moment dans le match, mais dans l'autre, peut-être que sur la fin de match, s'ils terminent un peu plus pleine balle, c'est parce qu'ils ont du rythme, et pas nous. Voilà, nous, c'est vrai que, bon, Fabien Ruiz était un des derniers à rentrer la semaine dernière contre Montpellier. Là, il est rentré plus tôt. C'est Lee Kang-in qui m'a surpris. La semaine dernière, j'étais surpris de l'entrée de Fabien Ruiz, globalement en avant-dernier, avant Ibrahim Mbaye, mais par exemple Désiré Doué rentrait avant lui. Et là ce soir, c'est Lee Kang-in qui rentre avec Kolo Muani, mais après Désiré Doué et Fabien Ruiz. C'est vrai que ce bon vieux Lee, euh, bon, il rentre quand même. Là, c'est 73, je crois, l'entrée. Donc autant Kolo Muani, ça me surprenait pas du tout, mais c'est vrai que Lee Kang-in, au retour de la trêve, il va falloir lui donner du temps de jeu, parce que le petit le mérite bien sûr. Alors, commençons quand même par le 11 type, avec Beraldo latéral gauche, pour pallier à l'absence de Nuno Mendes, visiblement pas très grave parce que c'est une infection virale. Bon, fin août, il fait partie des champions qui réussissent à tomber malade en plein été, fin août. Euh, alors, sur DAZN, avant le match, il disait Pacho latéral gauche. Je comprenais pas trop pourquoi il disait ça, parce que, alors, contre Le Havre, c'était Zaguet qui avait commencé le match à gauche, mais c'est Beraldo qui l'avait fini. Donc, à partir de là, pour moi, ça me paraissait un peu évident que ça allait être Beraldo à ce poste-là. Alors, on avait en tête son match au Parc des Princes, toujours contre Lille l'année dernière. Contre Zegrova, il n'avait pas forcément flanché. Par contre, contre Thiago Santos notamment, c'est vrai que ça avait été compliqué, notamment sur le premier but. Il se fait passer et puis Santos centre, boum, rappelez-vous, tout début de match. Mais en fin de saison,
Nice, Lyon, c'est des matchs où Beraldo est plutôt bon en latéral gauche. Là, bon, le début de match, c'est quand même compliqué hein, dans les 1 contre 1 face à la vivacité de Zegrova, mais je dirais plus que sur la durée, en fait, il a été mis en difficulté plutôt par le jeu associatif de Lille, le fait qu'ils arrivent pleine balle à deux, voilà, notamment l'action où Zegrova la donne, mauvais timing à Thiago Santos, justement, sur le but de Barcola. D'ailleurs, Zegrova avait déjà fait une perte de balle comme ça face à Prague, qui avait un peu déséquilibré son équipe, parce que comme c'est le genre de joueur, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, parce qu'il est capable de tout en fait. Du coup, c'est vrai que le bloc équipe, ils savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on le suit s'il y a une action de pressing à faire à la perte de balle, ou est-ce qu'il va prendre un tir et du coup, on reste un petit peu derrière. On n'a pas besoin de monter. Donc voilà, c'est vrai que ce genre de joueur, c'est toujours difficile collectivement de suivre. Et sur le but de Barcola, ils se font prendre les Lillois parce que voilà, ils sont coupés en deux. Et puis bon, même s'il y a un comportement du latéral qui est assez assez lamentable, c'est une action qui est magnifique. C'est une action qui est magnifique. Donc voilà. Bon, on s'est un peu mélangé les pinceaux. Revenons un peu sur les dimensions individuelles. Donc Beraldo qui commence pas très bien, mais voilà. Dans les 1 contre 1, par la suite, il s'est vraiment repris, il a été bon. C'est dommage, sur le but de Zegrova, c'est vrai qu'il est un peu fautif à le laisser se trimballer et armer comme ça. Bon, c'est un petit point noir. Après, honnêtement, moi, je veux bien analyser tout ce qu'il y a à dire, mais encore une fois, c'est vrai que Nuno Mendes étant un joueur assez peu fiable, je comprends pas trop le fait de ne pas avoir doublé les postes de latéraux cet été. Même si personnellement j'aurais donné la priorité au poste de latéral droit plutôt que latéral gauche, parce que justement euh, ce rôle de latéral gauche dans ce PSG-là est plutôt défensif. Donc c'est vrai que tu peux bricoler avec Pacho, Beraldo. Je préfère voir Beraldo latéral gauche ou alors Pacho latéral gauche plutôt qu'à droite avoir Ahmed Zagué ou alors Warren Zaïre-Emery et tout ça. D'ailleurs, Warren, il finit le match en tant que latéral droit. On pourrait se dire pourquoi pas mettre Warren à ce poste-là et Hakimi à gauche. Ça peut aussi être une solution. Hakimi, j'ai le souvenir, euh, je ne sais plus si c'était sous Luis Enrique. Il y a un match qui joue à Lens où il est à gauche, ça c'est sûr, c'est avec Galtier au retour de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est quand on se fait massacrer 3-1, je crois. Euh, mais je me demande, sous Luis Enrique, je sais plus. Faudrait reprendre. Mais au tout début de la saison dernière, je crois quand même pas. Je crois que je dois confondre avec Marquinhos qui finit à Toulouse quand on fait 1-1 avec les entrées, les premières de Dembélé et Mbappé. Mais bref, voilà, ça peut être une solution comme ça à laquelle j'ai pensé pendant le match. Hakimi, encore une fois, très précieux. Hein, voilà, le volume, la connexion avec Dembélé. C'est dommage qu'en fin de match, il lui fasse la passe. Franchement, t'es en pleine surface, Achraf. Frappe, quoi. Frappe, qu'est-ce que tu veux la passer à Dembélé, quoi. Qu'est-ce que tu veux la passer à Dembélé qui n'a pas de finition, qui fait n'importe quoi avec ses pieds quand il est dans la surface. Mais c'est comme Alexandro qui concède un penalty sur une feinte de Dembélé, alors que si tu le laisses aller au but, tu sais très bien qu'il y a 99% de chances que la frappe fasse rien. Fasse rien du tout. Mais bon, Dembélé, voilà, fait quand même un bon match, c'est vrai. Quand il part arrêté, il fait beaucoup de différence, il prend beaucoup de dribbles. Avant le penalty, c'est le seul Parisien qui prend des frappes. Deux. Alors il y a Barcola qui en a une, mais il est signalé hors jeu plus tard. Mais voilà, les deux seules frappes avant le but, c'est Dembélé. Une première pied gauche qui est toute molle, et la deuxième pied droit où il fusille littéralement Chevalier. D'ailleurs, il reste au sol pendant quelques minutes. Et là, je me suis dit, ah, tiens, ça rejoint tout ce qu'on a dit dans les vidéos pendant l'été. Dembélé, quand il frappe pied droit, est bien meilleur que pied gauche. Voilà. Donc ça peut poser une question de positionnement. Peut-être que sur le côté gauche, il viendrait frapper pied droit plus souvent. Mais de l'autre côté, quand il est à droite, c'est vrai qu'il a plus d'aisance au niveau des feintes de corps pour se mettre justement sur son pied droit. Donc ça compense un petit peu. Peut-être qu'à gauche, il serait moins à l'aise pour faire les feintes et tout ça. Et je suis pas sûr que ce soit un joueur de frappe enroulée, machin chouette. Voilà. Et puis à gauche, il y a Désiré Doué qui a fini le match. Désiré Doué, c'est intéressant parce que il rentre encore une fois à droite. Contre Montpellier, rappelez-vous, il rentrait à droite, alors que à Rennes, il était plutôt sur le côté gauche. On l'a présenté comme un joueur côté gauche. On disait qu'il était là aussi par moment dans les médias pour concurrencer Barcola. Et au final, boum, Montpellier et Lille, il rentre à droite.
Contre Montpellier, on voyait que ça lui donnait des situations de frappe beaucoup plus facilement. Voilà. Mais là, il finit le match à gauche après la sortie de Barcola et il fait un super centre. Il fait un super centre et c'est à noter parce que ça dénote avec euh, le reste du match. Dembélé, Hakimi, tous les centres, troisième poteau. Il n'y en a aucun qui a été réussi. Première mi-temps, il y a Hakimi qui met un centre, troisième poteau. Il y a l'action de Dembélé là, quand il repique et que Barcola fait une espèce d'aile d'essayer de s'élever à la Zlatan, mais le truc est 10 fois trop haut. Et plus globalement, dans le jeu long, je nous ai trouvé pas très très bon. Pas très très bon. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, j'en viens à Donnarumma. À la relance, on n'a fait que d'allonger. Est-ce que vous avez en tête un moment où Donnarumma a fait comme la saison dernière, à savoir donner le ballon à un défenseur central à 3 mètres? Moi, j'ai pas. J'ai pas. Il a allongé sur Barcola beaucoup. Et ça m'a rappelé le retour contre la Real Sociedad, ou même l'aller, je crois, même l'aller, où on a allongé sur lui. Parce que c'est vrai que Barcola a un gabarit qui fait que dans les airs, bah, ça peut être un atout. Donc sur les relances, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, par exemple, hein, sur les corners, sur les coups francs. Tu pourrais peut-être faire des techniques avec Barcola comme il est grand, bah, 1,86 m. Il y a certains sites qui disent 1,89 m, mais je pense pas quand même. Je pense que 87 c'est déjà bien. Euh, voilà. Et donc sur les relances, il te sert. Tu as aussi cherché Asensio à un moment donné. Hein, Donnarumma qui allonge. Ça va pas donner grand-chose. Hein. À chaque fois, on rendait le ballon assez rapidement à Lille. Mais c'est à noter. Parce que c'est vrai qu'on présente Luis Enrique comme un entraîneur très dogmatique. Euh, Demain, on va faire le bilan du mercato du PSG. Et cette fenêtre estivale a été vraiment toute la démonstration de son dogmatisme, Luis Enrique. Mais tactiquement, je trouve que c'est une idée un peu reçue, tu vois. Enfin, je dirais pas qu'il est dogmatique, en fait, je pense surtout qu'il a énormément d'ego. Je suis même convaincu, voilà, c'est quelqu'un qui veut être la star déjà du projet, qui veut personne au-dessus de lui, et qui a un ego surdimensionné. Ça c'est dit. Et ensuite, euh, tactiquement, bon, il sait se remettre en question. Voilà, c'est là qu'on vient de tempérer, parce que du coup, c'est vrai que allonger autant, c'est plutôt marrant. Alors, c'est une question à poser à la prochaine conférence de presse. C'est dommage parce qu'on va pas en avoir pendant 15 jours. Peut-être qu'il va nous faire un live Twitch. Mais voilà, c'est vrai que ce soir, bon, on a eu énormément de jeux longs. Même Marquinhos aussi, essayait de sauter, alors un peu moins long, hein, sauter le verrou, mais bon, c'était des ballons sur 20-30 mètres, quoi. João Neves aussi. João Neves, il a lancé Dembélé en première mi-temps. En deuxième, bah, ça finit en touche, mais il lance Barcola. Donc c'est vrai que beaucoup plus de jeux longs dans cette équipe que l'année dernière. Donc voilà, c'est peut-être en prévision de la Ligue des Champions, où on risque de se faire massacrer par les pressings de Manchester City, d'Arsenal et tout ça. Voilà, ça va être des matchs de toute façon passionnants face à des équipes qui ont la même structure que nous, hein, avec voilà, le 3-4-3, avec au milieu de terrain l'espèce de cube, un 3-2-2-3, quoi. Donc voilà, encore ce soir, c'est vrai qu'on a vu cette disposition. Marco Asensio faux numéro 9. Marco Asensio, voilà, encore dans ce rôle. C'était pas une surprise de le voir titulaire, bien sûr. Euh, et c'est un joueur très intelligent. QI foot exceptionnel. Alors on espère que ce ne sera pas comme la saison dernière et que après son bon début de saison, il ne se blessera pas avec sa sélection. Hein, on rappelle que c'est avec la sélection qui s'était pété sur la trêve internationale de septembre justement. Donc là voilà, on espère parce que autant mentalement, c'est vrai qu'il se déplace super bien. Il sait se retrouver en très bonne position, recevoir le ballon euh, face au jeu, mais même quand il reçoit dos au jeu, dos au but, il sait se retourner, comme sur le but de Barcola, passe décisive, magnifique, franchement fantastique. Le dosage des passes, la vision de jeu, les déplacements exceptionnels, euh, mais aussi athlétiquement, c'est vrai que je le trouve plutôt affûté. Je le trouve plutôt affûté. Il a fait la prépa, et j'espère que ça va pas péter justement. Parce que c'est vrai que voilà, on a quelqu'un qui est vraiment dans le tempo, quoi. Qui est vraiment connecté à l'équipe, un neuf qui est vraiment connecté. Euh, donc ça fait vraiment plaisir. De l'autre côté, Randall a montré, après sa tête contre Le Havre, et attends, en amical, il a pas mis un but de la tête aussi? Je sais plus. Il y a la barre face au Havre, ça c'est sûr. Ou alors c'était en amical la barre? Ah, je sais plus. Mais il y avait déjà dans l'été
une belle action de la tête par Colo. Et là, voilà, il marque. Donc ça fait plaisir pour lui. Surtout qu'après, les expressions de son visage, c'est important avec lui. Parce que l'année dernière, voilà, il avait un gros visage fermé et tout ça. Là, voilà, la célébration m'a plutôt plu. Voilà, la célébration m'a plutôt plu. Bon, Donnarumma fait un bon match, 2 gros arrêts, voilà, un en première mi-temps, un en deuxième. Hakimi, comme je l'ai dit, très précieux par le volume de course et tout ça, athlétique. Franchement, enfin, il y a moyen là de devenir un vrai leader de cette équipe. C'est vrai que c'est souvent le genre de joueur à faire des gros débuts de saison et ensuite marquer le coup. Après, il y a eu beaucoup de saisons qui étaient coupées par le fait qu'ils partent à la CAN l'année dernière, à la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc là, il y aura rien, voilà. Et c'est vrai qu'il y a moyen qu'il reste, il devienne un vrai leader de cette équipe. Donc ça fait très plaisir. Au milieu, Vitinha, le penalty m'a vraiment surpris, hein. Waouh! Ah ouais, je comprends pourquoi Luis Enrique lui a donné cet exercice, parce qu'il l'a travaillé déjà. Il l'a travaillé, c'est pas possible, c'est pas inné en lui. Et puis j'ai beaucoup aimé le ralenti. Autant la Ligue 1 est réalisée de manière catastrophique, voilà, les gros plans machin sur le ballon alors qu'on aimerait avoir tout le bloc équipe, c'est insupportable. Autant là, le ralenti où on voit les yeux de Vitinha qui reste sur le gardien pour prendre l'info euh, et ensuite ajuster son tir en tranquillité, franchement magnifique. Très beau penalty. Pour le reste, bah, ça a été encore une fois le, le maître d'orchestre, hein. C'est vrai que cette capacité à lire le jeu quand il reçoit le ballon, bon, c'est vraiment unique dans l'effectif. C'est vraiment unique dans l'effectif parce que João Neves, c'est un peu le genre de joueur un peu foufou, même si je trouve que peut-être la sortie de João Neves a eu de l'importance, euh, parce que c'est vrai que voilà, après le coaching, ça a été un peu plus compliqué. Et dans la première relance, je nous ai trouvé un petit peu moins bons. Peut-être qu'il y a une corrélation avec la sortie de Neves, bon, voilà, qui est très soyeux en première mi-temps. Il y a le petit crochet très sympa. Et puis surtout les déplacements, en fait, tous les mouvements qu'il fait. Vitinha n'est pas trop dans ce registre, lui, c'est plutôt avec le ballon, en fait. La capacité à tempérer. Quand il voit que le bloc adverse est regroupé, bah, il va faire quelques touches de balle pour attendre qu'un adversaire sorte et créer de l'espace pour ses partenaires. Quand il voit que le bloc est ouvert, bam, il va y aller. C'est vraiment un joueur d'une intelligence supérieure, donc ça fait plaisir. Warren, par moment, il m'a frustré, parce qu'il fait 4-5 touches avant de passer le ballon, et c'est dommage, parce que la solution la plus viable, bah, elle est passée, en fait, à faire trop de touches. Et même si c'est vrai que voilà, il y a eu quelques récupérations hautes, encore une fois, notamment en première mi-temps, qui étaient plutôt intéressantes chez Warren. D'ailleurs, je vais terminer la vidéo et je vais me remettre dans son documentaire intérieur sport par Canal. Quand j'ai vu ça, putain, je me suis dit, attends, Arsène Wenger, Didier Deschamps, Zizou, Christophe Galtier, Christophe Galtier au milieu de tout ça, qui témoigne là dans le truc. Je me suis dit, ouais, ah ouais, d'accord, putain, ils ont fait un gros truc, hein. Je suis qu'au début. Il est au Louvre et on voit le but face à Dortmund et tout ça au Louvre. Oh, putain, je me suis dit, ah ouais, gros documentaire. Gros documentaire. Donc on espère que cette saison, ça va suivre pour Warren. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Donc voilà, João Neves, besoin d'un petit temps d'adaptation, de mise en route, hein, sur les premières minutes, mais après voilà, un gros match encore une fois. Il est partout, il est intégré, et c'est pas l'entrée de Fabian Ruiz qui va bouger l'équilibre actuel au milieu de terrain. Voilà, même si c'est vrai que bon, j'ai hâte de nous voir en Ligue des Champions face surtout aux équipes comme City et Arsenal. Le calendrier est tombé. Euh, c'est dommage. Le calendrier, je l'aime pas trop. Parce qu'on commence par Girone, je crois. Euh, City, on les joue qu'en janvier. Qu'en janvier, eux, avant nous, ils vont avoir un petit match. Ils vont pas avoir de choc de première ligue. Ils vont faire un petit match. Alors Guardiola n'est pas habitué à faire du gros turnover, hein, avant les gros matchs de Ligue des Champions. Mais voilà, ils joueront pas Liverpool ou United avant nous, quoi. Enfin, United, tu me diras, est-ce que c'est un gros match pour eux? Arsenal, pareil. C'est vrai que j'aurais aimé les affronter. C'est le deuxième match. Allez, là-dessus, je suis un peu tatillon. J'aurais préféré le premier match le plus tôt possible. Et puis pareil, enfin, l'Atlético et le Bayern fin novembre. C'est dommage parce que s'ils réussissent à trouver un rythme de croisière, à ce moment-là, bah, c'est sûr que ce sera différent que de les jouer maintenant,
où voilà, la saison commence avec les nouvelles recrues et tout ça, les équilibres à trouver. Bon, c'est comme ça avec le calendrier de la Ligue des Champions. C'est vrai que hier, j'étais un peu mitigé quand j'ai lu. J'étais un petit peu mitigé. Donc voilà. Bon, après, on parle de trucs. Enfin, maintenant, on se projette jusqu'à fin janvier, quoi. Stuttgart, le déplacement, c'est fin janvier. Donc c'est vrai que ça vaut pas trop le coup de s'y arrêter. Donc ce soir, voilà, ce soir un gros match. Asensio a marqué beaucoup de points, Dembélé pareil, Barcola, bah oui, Barcola, j'oubliais Barcola qui développe une vraie palette, hein. Voilà, il y a eu le pointard la semaine dernière, le plat du pied aussi en deuxième mi-temps face à Montpellier, et là il y a eu l'enroulé, magnifique, ça fait plaisir. Sur le début de match, je me disais, faut qu'il arrête de prendre cette solution de... Quand il est dans la surface, je préfère quand il repique ou qu'il va chercher vraiment l'autre côté. J'aime pas du tout quand il va vers la ligne... Enfin, quand il prend la solution extérieure, quoi. Bien sûr, quand tu es au milieu du terrain, prendre la solution extérieure, il y a beaucoup d'espace. Tu peux mettre l'épaule devant ton latéral. Mais là, le truc, c'est que les défenseurs le connaissent. Et quand il est proche du but, prendre la solution extérieure, à chaque fois, il y en a un qui vient derrière son vis-à-vis et au final, ça donne rien. Mais pour le reste, encore un match fantastique, quoi. Plein de confiance. Le body language vraiment exceptionnel de Barcola, je sais pas, c'est une espèce de... Je sais pas si c'est de l'arrogance, mais c'est une ultra confiance qui fait vraiment plaisir. Et puis, bah, c'est surtout que il fait tout ce que Mbappé ne faisait pas. Je suis désolé, à un moment donné, je veux pas tomber là-dedans. Je veux pas tomber là-dedans. Je veux pas dire parce que à l'instant T, le PSG est meilleur sans Mbappé et le Real est moins bon avec Mbappé. Mais j'attends bien sûr le mois d'avril, hein, bien sûr, voilà, pour confirmer tout ça. J'ai l'intime conviction que le temps nous montrera probablement l'inverse et aussi dans les gros matchs. Euh, mais voilà, c'est vrai que à l'instant T, Barcola prend la profondeur quand il le faut, Barcola fait les efforts, Barcola sent le jeu en fait. Il va aller chercher le 1 contre 1 quand il le faut, mais quand il le faut pas, il va aller s'associer avec ses partenaires, faire les dédoublements, les machins. Il n'est pas à contre-courant, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, il a une palette énorme, ce qui fait de lui un ailier moderne. Bon bah là c'est vrai qu'il y a en plus la finition. 4 buts déjà en 120 minutes au moment où il a marqué, plus puisque du coup après il a continué à jouer ce soir. Mais ça fait énormément plaisir parce que 4 buts, c'était son total sur toute la saison dernière. Et il a joué. Il a eu des matchs, des gros matchs aussi. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel, je suis assez enthousiaste. Voilà. Dembélé aussi, hein, des solutions, enfin du concret. Il y a le penalty qui va chercher. La grosse frappe sur Chevalier, comme j'ai dit, je l'ai plutôt bien aimé. Même si c'est vrai que quand il part arrêter, il va faire une première différence, à coup sûr. Là, c'est là où il est le meilleur, quand il est arrêté, tu vois. Mais une fois qu'il est lancé, qu'il a passé le premier joueur, t'as tellement l'impression de jeter un dé, quoi, que c'est vrai que par moments, ça reste encore ultra frustrant. Et pour revenir vite fait sur Barcola, euh, enfin, c'est évident qu'il a beaucoup plus d'espace maintenant que Mbappé n'est pas là. Enfin, c'est-à-dire que Asensio numéro 9, il décroche et il lance Barcola, quoi. Alors que Mbappé numéro 9, il venait s'empaler sur lui. Bah, il n'y a qu'à voir en équipe de France, hein. Si Deschamps met une attaque Barcola, Mbappé, Dembélé, par exemple, contre l'Italie vendredi prochain, bah, vous verrez qu'en fait, Barcola, en fin d'action, il est complètement gêné parce que Mbappé, il vient sur lui, il fait les trucs à contre-courant complètement. Et du coup, enfin, au-delà de la présence d'Mbappé, c'est surtout la présence des adversaires, en fait, qui viennent dans la zone de Barcola. On l'avait vu à l'Euro, aussi, sur le match qu'il a joué, sur les amicaux aussi. Donc voilà, là, c'est vrai qu'il est libéré là-dessus. Je me dis aussi que, ben, en fait, la priorité de l'été, c'était recruter un ailier gauche, Gvara, rappelez-vous, au mois de juin. Et je me dis, ben, si Gvara était venu, aujourd'hui, où serait Barcola? Donc c'est vrai que c'est un joueur super kiffant, parce que, enfin, c'est, je sais pas, c'est un peu irréel, en fait, ce qu'il y a autour de lui. Genre, c'est vraiment un joueur, et si, quoi. Et s'il avait rejoint la Suisse en prêt 6 mois avant sa signature au PSG. Parce que je rappelle que 6 mois avant sa signature au PSG, il était à 2 doigts de les rejoindre en prêt. Voilà. Et au final, il reste à Lyon, il fait 6 mois en Ligue 1, et boum, il est là au PSG. 6 mois après, il est titulaire en Ligue des Champions. Et là, voilà, on piste un ailier gauche, grande priorité, et au final, bah, ça va être lui.
Et puis pour le marketing, il va falloir se dépêcher de lui donner le numéro 7 hein, pour vendre les maillots. Hein. Parce que le numéro 29, faites attention les gars, ne floquez pas votre Barcola 29. Hein. Enfin, en vrai, je me dis là, c'est trop tard. C'est trop tard pour lui donner le 7. Il y a déjà beaucoup de monde qui, je pense, l'ont pris depuis le mois de juillet, surtout que les maillots maintenant sortent très très tôt, déjà depuis le mois de mai, et le dernier match de la saison. L'extérieur, pareil, il est sorti assez tôt. Je crois qu'il est sorti courant juillet. Il est magnifique. Hein. D'ailleurs, on a joué avec ce soir. Franchement, c'est un maillot très très réussi. Il est incroyable. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup demain pour parler du mercato, faire un petit bilan. Allez, ciao les amis. Et puis du coup maintenant, bah, ça va être la trêve internationale. On va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent. Ciao, prenez soin de vous.